Alors moi je m'appelle Céline Gibert, je travaille au centre depuis 3 ans. En fait avec mon ami Anthony on gère le centre et je m'occupe plus de la partie financière, gestion. Et puis après on fait tous un peu tout quand on est au centre. À l'origine il s'agissait d'une ONG qui a été créée en 2001. Et ensuite, donc il n'y avait pas de centre en fait, ils faisaient plus d'actions sur le terrain, il y a eu plusieurs projets mis en place. Mais en fait, après 10 ans de projets, la population des éléphants d'Asie continuait de décliner et en fait, il fallait aller plus loin dans la démarche. Et c'est pour ça qu'en 2011, ils ont ouvert le centre ici, avec vraiment un lieu, un espace en fait, pour pouvoir mettre en place le programme de reproduction, pour inciter les cornacs à laisser leurs femelles être au repos, se reposer pour avoir le temps de se reproduire. Parce qu'à cette époque, l'activité forestière était encore très intense. Du coup, les éléphants ne pouvaient plus se reproduire en fait. Donc l'idée c'était vraiment d'augmenter le nombre de natalité, le taux de natalité, puisque la situation est très critique maintenant. On a une population en fait qui vieillit, mais on n'a pas de jeunes générations, de nouvelles générations pour garantir la survie de l'espèce à long terme. Donc là, s'il n'y a pas plus de naissances maintenant, la population va simplement disparaître. On va simplement assister la dernière génération des éléphants, puisqu'on va arriver à un stade où les femelles seront trop vieilles pour pouvoir avoir un petit. Donc ça c'était l'objectif principal, et puis après évidemment donc on a construit un hôpital ensuite, on a créé une zone de socialisation parce que les éléphants sont des animaux sociaux qui vivent en harde. Donc l'idée est vraiment de reconstituer une harde comme à l'état sauvage pour qu'ils puissent socialiser et apprendre à être des éléphants. Puis ensuite, étape ultime, la dernière étape, c'est de les relâcher à l'état sauvage. En fait, actuellement, il reste 800 éléphants au Laos. La moitié est captive, donc 400 à peu près, et 400 éléphants sont sauvages. Donc ce sont une estimation, hein, mais ce dont on est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une estimation des éléphants sauvages, eh bien, elle est en baisse. Et donc c'est à peu près un taux de naissance pour 10-11 décès par an. C'est une moyenne. Ce qui fait qu'il y a une réelle urgence en fait. Protéger les éléphants, c'est d'abord protéger la forêt. Les éléphants, ils ont besoin de vivre dans un écosystème qui leur est adapté. Et ils vivent dans un environnement très riche dans la forêt. Et là, c'est un environnement qui leur est adapté, mais ça reste trop petit, ça reste pas suffisant. Vu le nombre d'éléphants qu'on a 29 éléphants ici au centre. Donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé à en relâcher à l'état sauvage, c'est pour justement leur donner plus d'espace et qu'ils soient aussi qu'ils puissent se mixer avec les éléphants sauvages. On a de très bonnes relations avec le gouvernement, on a une réelle confiance qui s'est installée entre nous. On l'a remarqué déjà l'année dernière quand on a secouru des éléphants. Il y a eu 13 éléphants qui ont été secourus, saisis d'abord par le gouvernement. Ils ont été victimes d'un trafic illégal et ils devaient être exportés à l'étranger. Tout ça c'était illégal et le gouvernement a réussi à les saisir. Et le premier centre auquel ils ont pensé, c'est nous en fait. Ils nous ont dit le meilleur endroit pour ces éléphants, c'est qu'ils reviennent ici. Donc déjà, ça montre en fait la confiance qu'ils ont envers nous. Et donc on a organisé cette caravane pour qu'ils reviennent ici. Et après ça, en fait, ils nous ont donné de la terre. Donc on n'a pas payé, ils nous ont mis à disposition 530 hectares. Donc c'est encore une deuxième preuve qu'ils nous font confiance. Et puis là, eh bien, en fait, ils vont nous donner la gestion de la zone protégée de l'Ampouy, qui est une zone naturelle. Donc c'est une belle preuve de confiance en fait de la part du gouvernement. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de relations publiques et puis beaucoup d'éducation parce qu'on passe beaucoup de temps avec eux et ils en sont conscients, ils sont conscients du problème et ils veulent justement améliorer la situation, mais il faut qu'on travaille ensemble justement pour ça. On n'avait pas de fonds puisqu'en fait c'était une ONG et qui vivait donc sur les dons et en fait en 2011, quand on a ouvert le centre, en fait, on l'a créé comme une société de façon à pouvoir accueillir des visiteurs parce qu'on n'avait pas suffisamment de donateurs pour pouvoir financer une telle structure. En fait. Là, on arrivait à un tel point avec de tels projets de conservation que le budget était beaucoup trop important par rapport aux dons qu'on pouvait recevoir. Donc on l'a transformé en centre, en société, et maintenant en fait tout le centre il est financé par les visiteurs. Et je dis tous, non, à peu près 90%. Est financé par les visiteurs et le reste ce sont les dons. Donc on essaie d'augmenter cette partie-là parce que là en fait jusqu'à présent les visiteurs ils nous permettent de financer tout le centre, donc 65 employés, donc c'est pas seulement 65 employés, ce sont les familles en fait. Et puis bien évidemment on ne peut pas protéger les éléphants
sans apporter une solution aussi aux hommes. Donc c'est important qu'ils aient un salaire, qu'ils puissent vivre et pour pouvoir mieux protéger les éléphants. Donc on finance le centre là, mais on veut toujours aller plus loin, on a toujours envie de faire plus. Et notamment le projet de relâcher des éléphants à l'état sauvage, c'était un budget très très conséquent. Et là, pour ça, on n'a pas les fonds en fait. On peut plus, votre visite en fait ne permet plus de financer ça parce qu'en fait c'est un énorme budget. Il faut 3 équipes de rangers, il faut augmenter la masse salariale de façon conséquente, il faut de l'équipement. Et là, on va essayer de trouver des fonds pour mener à bien le projet. Donc là, on a 65 employés, 60 sont là-haut et 5 sont étrangers. Donc évidemment, ils sont tous de cette province-là, tous les là-haut. Et ensuite, donc ça, c'est ceux qui sont employés par le centre. Et ensuite, tous ceux qu'on achète, notamment la nourriture, c'est uniquement local. On achète tout au marché. On veut acheter de la nourriture saine et puis qui ne viennent pas de Thaïlande ou de Chine. On propose à nos employés qui veulent rester vivre ici d'être hébergés et ils sont nourris et logés. Ils ont une assurance, voilà. D'accord. Donc s'ils sont malades, ils doivent aller à l'hôpital, on leur rembourse. Tout le monde peut vraiment agir à son niveau. C'est la masse qui fait qu'on peut améliorer les choses. Comme je dis, si on ne protège pas la forêt, on ne pourra pas protéger les éléphants. Donc déjà, dans notre façon de consommer, on peut faire en sorte de ne pas mettre de pression trop forte sur nos ressources qui restent. On est quand même en train de supprimer, de sacrifier notre forêt primaire pour nos besoins personnels qui ne sont pas forcément indispensables pour des produits de consommation tels que l'huile de palme. Et en fait, je pense que dans notre façon de consommer, on peut tout simplement se dire qu'on peut vivre de façon un peu plus simple et basique, sans forcément avoir tous ces produits de consommation. En fait, on a souvent tendance à dire oh, c'est la faute du voisin. On a toujours envie de blâmer les autres. Mais là, on en est à un point où on ne peut plus blâmer les autres. On ne peut plus dire c'est la faute de mon voisin. On ne peut plus dire c'est à cause des Chinois qui construisent des barrages, ou c'est à cause de l'allemand ou de l'anglais ou de machin. Il faut se dire qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour améliorer la situation. Et surtout qu'on peut tous être acteurs. Et là, on n'a même pas le choix. On est obligé de faire quelque chose. Sinon, on va simplement voir la disparition de toute la biodiversité. Et pas seulement... Enfin, dans la biodiversité, l'espèce humaine en fait partie.